Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron et le gouvernement ont lancé en janvier 2019 le grand débat national. Cet exercice démocratique est à la fois une réussite, une création inédite de la part de représentants politiques. Il est indubitable que ce débat public est une innovation que des chercheurs comme moi qui travaillons sur la démocratie participative intéressent à plus d'un titre. C'est un exercice démocratique, vraiment, d'ouverture de la parole à une échelle qu'on n'avait pas connue jusqu'à présent. Mais on va surtout voir qu'il y a eu beaucoup de défauts. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que l'on fait dire à ce grand débat et finalement comment, à travers ce grand débat, on va faire parler les Français d'une manière qui est vraiment politiquement orientée. Ce qui s'annonce mal, effectivement, c'est que les conditions minimales de crédibilité du débat ne sont pas respectées. Alors dès le début, l'organisation du débat a posé problème. Le grand débat aurait dû être organisé par la CNDP, la Commission nationale du débat public, mais elle a été mise de côté par le gouvernement qui ne voulait pas se soumettre aux règles rigoureuses proposées par la CNDP. Le gouvernement a préféré nommer 2 ministres en charge de la gestion du débat. Dès le départ, j'ai jugé que la mise à l'écart de la Commission nationale du débat public, le fait d'en confier l'organisation à 2 ministres et pas à une autorité administrative indépendante, était très problématique. Il y avait aussi 5 garants, mais 3 d'entre eux étaient nommés par la majorité présidentielle, Premier ministre et Président de l'Assemblée nationale. Niveau indépendance et neutralité, je crois qu'on peut mieux faire. On va rentrer maintenant dans le cœur du débat avec une première étape qui était une étape de démocratie participative. 1,5 million de Français, c'est notre chiffre du jour, ont participé d'une manière ou d'une autre, physiquement ou par internet, à ce grand débat. On avait donc des débats locaux, des cahiers de doléances en mairie, une plateforme numérique avec une possibilité de mettre des contributions et de remplir des questionnaires. Tout ça donne finalement un ensemble de représentations de ce que pensent et de ce que veulent les Français qui me paraît incroyablement précieux. Mais cette démocratie participative, elle peut avoir des failles, notamment quand on participe à des questionnaires orientés qui évitent soigneusement certains sujets. Par exemple, si comme 77% des Français, je suis pour le rétablissement de l'ISF, que se passe-t-il lorsque je remplis le questionnaire? Eh bien, il n'y a pas de question directe le concernant. Je peux juste l'ajouter en contribution libre. Et puis, j'aimerais bien me faire entendre sur le référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, une des revendications phares des Gilets jaunes. Un sondage Odoxa a révélé que 78% des Français étaient pour. Aucune question directe n'a porté sur le RIC. Il fallait également en référer dans les cases d'expression libre. Voilà comment le RIC a été habilement escamoté. On nous vante beaucoup et régulièrement la démocratie participative dans les médias. Le problème de la démocratie participative, c'est qu'elle favorise la participation de certaines catégories de population. J'ai moi-même participé à 2 débats, il y avait beaucoup de personnes âgées, très peu de femmes, et quasiment pas de jeunes. Et l'enquête de l'Observatoire des débats vient complètement confirmer mon expérience. Cette enquête, elle révèle le profil type du participant aux réunions locales. Un homme de 60 ans, retraité, aisé, diplômé du supérieur, propriétaire de son logement et satisfait de sa vie. On a réussi au fond à faire parler une autre France que celle de la France des Gilets jaunes en réalité, celle qui a participé à ce grand débat. Pour l'essentiel, ce n'est pas la même France. Et même si les catégories sous-représentées comme les femmes, les jeunes ou les immigrés se déplacent pour un débat, il faut ensuite prendre la parole, soit dans des petites tables, des groupes de travail d'une dizaine de personnes, soit dans des plénières, des assemblées où là on s'exprime devant tout le monde. Et malheureusement, on n'a pas tous la même capacité à s'imposer, on n'a pas tous le même pouvoir d'éloquence. Beaucoup de gens ont très peur de parler en public, et c'est même la phobie numéro 1 des êtres humains. Du coup, il reste toujours l'écrit avec les cahiers de doléances et la plateforme en ligne, mais justement cette plateforme a été vivement critiquée pour ne pas avoir optimisé le débat, voire même pour l'avoir empêché. La mise en place d'une plateforme extrêmement verrouillée dans les possibilités de délibération qu'elle offre aux citoyens. L'entreprise qui a créé cette plateforme, qui s'appelle Cap Collectif, dans les outils qu'il propose, il y a des outils de délibération. On peut faire une plateforme autrement et Cap Collectif sait le faire. On peut faire en sorte que, quand on a posté une contribution, les autres citoyens puissent l'amender, la discuter, l'améliorer et voter pour cette contribution, ce qui permet de faire quoi? Ce qui permet de faire ressortir des contributions, de faire de la co-construction, de faire de l'intelligence collective. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas comme ça 300 000 propositions qui sont en bazar sur Internet. On a
a 5, 6, 7, 10 propositions pour lesquelles les citoyens ont majoritairement voté et qui sont celles sur lesquelles l'exécutif devrait se prononcer. On voit que la plateforme a été conçue de manière à être une sorte de cahier de doléances en ligne. Au fond, les citoyens peuvent s'y inscrire, donner une contribution, et cette contribution vient s'ajouter à une très longue liste de contributions. Les propositions sont tellement nombreuses que le gouvernement pourra piocher à sa guise, comme il l'entend, les quelques propositions qui l'arrangent et les soumettre au vote des Français. Ça n'est pas de la coélaboration, ça n'est pas de la codécision, c'est précisément la dimension verticale de la politique que rejettent les citoyens aujourd'hui. Bref, avec la démocratie participative, le gouvernement a recueilli beaucoup de données, mais qui ne sont pas forcément représentatives de la population dans son ensemble. C'est pourquoi on peut utiliser un autre type de démocratie, la démocratie délibérative avec le tirage au sort. Désormais, place aux conférences citoyennes régionales. Objectif du gouvernement, rassembler au moins 100 citoyens dans 14 grandes villes françaises, soit en tout 1400 volontaires prêts à participer aux débats régionaux. L'avantage de la démocratie délibérative, c'est qu'elle va être vraiment représentative du peuple. C'est même une loi de probabilité mathématique, scientifique. Si vous tirez au sort 1000 personnes dans la population française, vous aurez une représentation quasi parfaite de la société en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles ou de zones d'habitation par exemple. 60% des gens qui ont participé aux conférences régionales citoyennes, donc les fameux Français tirés au sort, n'avaient aucun contact avec des réunions publiques ou des réunions associatives avant de participer à ces CCR. Ça veut dire que ces gens-là sont sortis de chez eux pour prendre la parole et profiter de ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Sauf que ces conférences régionales n'ont pas été gérées au mieux. D'abord, on était chacun mis à un thème. Il y avait 4 thèmes, 4 grands thèmes, et chacun n'avait qu'un seul thème. Donc il y a déjà eu beaucoup de frustration parce que certains avaient travaillé les 4 thèmes, on s'est retrouvé sur un seul des 4. Et ensuite, on a dû débattre du grand débat, ce qui était assez amusant, ce qui était assez surréaliste. On a dû dire ce qui était bien dans le grand débat, ce qui n'était pas bien, alors qu'on était venu précisément pour parler de fond. Normalement, dans les assemblées citoyennes tirées au sort, les citoyens sont entourés d'experts. Ça peut être des scientifiques, des lanceurs d'alerte, des industriels, des citoyens lambda, des écrivains, etc., etc. Là, les citoyens tirés au sort, eh bien, ils étaient seuls. Normalement, dans les assemblées citoyennes tirées au sort, on discute sur un temps long. Ça se compte généralement sur plusieurs mois. On a plusieurs rassemblements sur plusieurs week-ends et espacés de quelques semaines pour que les citoyens puissent réfléchir, se documenter et se remettre en question. Là, tout a été fait sur 2 week-ends en seulement 2 semaines. L'Assemblée citoyenne irlandaise, elle a coûté plusieurs millions d'euros et elle a duré 1 an et demi. Donc sur des sujets plutôt restreints. Là, en une journée, sur des assemblées régionales dont on ne sait pas d'ailleurs comment elles s'articulent entre elles, qui c'est qui décide laquelle a raison si jamais il y a 2 assemblées qui disent des choses différentes, c'est assez compliqué. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher en l'état. Il y a une information qui a beaucoup circulé, c'est que beaucoup de gens ont refusé de participer à ces assemblées citoyennes tirées au sort. Le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs. À Paris et Lyon, il y a bien une centaine de citoyens prêts à participer. Mais partout ailleurs, cela rame. À Rouen, on a décompté seulement 68 participants. À Orléans, 72 et à Lille, seulement 77. Il y a eu 90% de refus. Mais en fait, c'est complètement normal, c'est un taux qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Il faut du temps pour trouver des participants, et c'est forcément difficile quand on organise ça dans une telle précipitation. Et puis le fait de ne pas avoir précisé à quoi servaient vraiment ces conférences régionales, je crois que ça n'a pas beaucoup aidé. Maintenant, espérons qu'on ne soit pas enfumé pour la suite. Et ça va justement être ma conclusion. Le problème principal de ce grand débat, c'est la sortie du débat. Les citoyens ont joué le jeu sans savoir comment on allait traiter leur participation. Le problème, c'est qu'on s'est engagé, les Français qui ont participé sont engagés dans un jeu dont on ne connaît pas. Un jeu dont on ne connaît pas les règles finales. Bilan de cette expérience, Fabrice Coleno est tout simplement déçu. Je sors de ces 2 jours moins confiant sur la démocratie qu'avant, puisque je crois qu'il y a un véritable problème de méthode, encore une fois, puisqu'on déplace la démocratie de la décision à la discussion. Pourtant, la prise de décision, c'est ça le plus important. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une minorité de personnes appartenant aux classes supérieures décide au nom du peuple tout entier. Le grand débat était censé donner du pouvoir d'influence aux citoyens, changer cette logique monarchique et aristocratique d'un président, d'un gouvernement et d'un parlement qui décident de tout, et sans aucun contrôle.
On aurait pu par exemple avoir un référendum à l'issue du grand débat. Emmanuel Macron en avait même parlé durant le mois de janvier. Mais finalement, non. La démocratie, ça n'a pas l'air d'être son truc. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont crié à l'arnaque, à une opération de communication, une façon de gagner du temps, ou même un moyen de faire campagne pour les élections européennes. L'utilisation à des fins de communication du débat par Emmanuel Macron, qui a été dénoncé y compris par les garants, laisse un doute véritablement sur l'authenticité de l'exercice participatif. Et quand on voit certaines phrases du président Macron lors de son allocution de fin de grand débat, ça peut carrément se comprendre. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Surtout que pour arriver à ces conclusions, il y a eu aussi beaucoup de critiques. Un élément qui est la base des dépenses publiques, qui n'est pas un élément qui apparaît de manière déterminante dans les contributions libres, mais qui a été amené par une question fermée particulièrement caricaturale, qui dit pour limiter le déficit, faut-il baisser les dépenses publiques ou augmenter les impôts? Et évidemment, 75% des gens ont demandé la baisse des dépenses publiques, et finalement, on en conclut une forme de raz-de-marée pour la baisse des dépenses publiques. Le président de la République annonce une nouvelle orientation. C'est la nécessité pour les Français de travailler davantage. Et l'argument qu'il avance pour justifier cette nécessité, c'est de dire la France travaille moins que ses voisins. C'est vrai. Chiffre Eurostat 2018. C'est quoi Eurostat? C'est les statistiques de la Commission européenne. L'agence statistique officielle de la Commission européenne. La durée totale de travail tout au long de la vie en France est de 35,2 ans. On est un tout petit poil en dessous de la moyenne européenne qui est à 35,9, donc on est dans la moyenne. Durée hebdomadaire de travail, chiffre Eurostat 2018. On est en France à 34,9 heures. C'est précisément la moyenne de la zone euro et c'est plus que l'Allemagne. Ce qu'a dit le président de la République est une fake news d'État. D'accord. Beaucoup de personnes ont dit que c'est un grand exercice démocratique, mais la démocratie en elle-même, c'est pas la question de la discussion, c'est la question de la décision. C'est pour ça que je voulais porter le référendum d'initiative citoyenne, pour qu'on ne soit pas à discuter sans savoir de ce qui pourrait en sortir, mais que les citoyens puissent décider sur une question concrète et précise. Il faut penser, et de plus en plus de spécialistes de la démocratie délibérative se posent cette question, de l'articulation précisément entre la démocratie délibérative et la décision, et pas qu'il y ait un pouvoir discrétionnaire des élus de dire « bon, alors la proposition qui sort de cette assemblée nous plaît correctement, donc on va la soumettre à un référendum, mais celle-là, par contre, non ». Là, on est dans une position qui est vraiment de type monarchique. Il est évident qu'à la fin, il faudrait que le peuple puisse décider. Mais alors, comment on pourrait faire? Un collectif appelé les Gilets Citoyens, qui est composé de gilets jaunes comme Priscilla Ludowski, de chercheurs en sciences politiques que vous avez vu dans cette vidéo, et puis aussi plein d'autres personnes qui viennent d'associations ou de mouvements engagés pour la démocratie ou l'écologie par exemple. Et donc tout ce collectif a lancé un appel à Emmanuel Macron durant le mois de janvier, un appel dans lequel il proposait une sortie qui cherchait à être plus neutre et plus démocratique. L'idée, c'était de réunir une assemblée citoyenne tirée au sort qui choisirait, par exemple, 4 questions à poser par référendum au peuple tout entier. Et moi, je vois une voie de sortie de ce débat. C'est une grande convention nationale de citoyens tirés au sort, qui reçoit toutes les contributions, les synthèses sur les 4 thèmes, et qui définit 4 questions ou 5 questions, éventuellement à choix multiples, qu'on soumet à l'ensemble des citoyens par référendum. Aujourd'hui, si on veut arrêter en fait ce jeu de dupes, qui est de demander au gouvernement, faites quelque chose de radical, et de croire qu'ils vont le faire alors qu'ils ne vont jamais le faire. Je pense qu'on a besoin de changer le logiciel démocratique, et que ça soit des propositions qui viennent de la population, encore une fois, avec des gens qui sont représentatifs de tous les intérêts divergents, qui fassent ce travail-là, et que ça soit ensuite soumis au référendum, et que ça soit pas simplement le gouvernement qui soit à la manœuvre. Mais cela dit, donner autant de pouvoir à des citoyens, ça paraît compliqué. Quand on voit les craintes à propos du référendum d'initiative citoyenne, qui a été snobé, que Macron n'a pas voulu organiser un référendum de son initiative à l'issue du grand débat, on peut légitimement douter de ses convictions démocratiques. Alors, il a quand même proposé une convention de 150 citoyens tirés au sort pour faire des propositions sur le thème de l'écologie, mais on reste toujours dans la même logique. C'est un organe consultatif qui n'a absolument pas de pouvoir décisionnel. Le climat doit être au cœur du projet national et européen.
L'état d'urgence climatique, il est là. Notre jeunesse nous le dit à chaque instant. C'est pourquoi la Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, qu'il s'agisse de l'isolation ou du chauffage, pour les rendre plus efficaces, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Il y a eu cette annonce qui ne correspond pas exactement en termes de périmètre à ce qu'on voulait, parce que l'idée n'est pas que cette Assemblée citoyenne travaille sur les moyens d'aider les Français à changer leur chaudière ou à isoler leur toiture. Ça, c'est quand même le gouvernement qui peut le faire. L'idée, c'est que cette Assemblée travaille sur les sujets qui sont les plus compliqués, les sujets sur lesquels les responsables politiques ne prendront jamais des mesures suffisamment courageuses par rapport à ce que l'urgence demanderait. Ce serait bien que l'exercice ne s'arrête pas à la transition écologique. Parce que je pense que le mouvement qui est en place aujourd'hui dénonce d'autres choses sur d'autres sujets. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Convention, l'Assemblée citoyenne, puisse décider elle-même ce qui doit aller au référendum et ce qui doit aller au Parlement. Contrairement à ce qu'il dit, il ne fait pas confiance à l'intelligence collective, il ne joue pas le jeu de la délibération, il ne joue pas le jeu du débat public, qu'il cesse de nous faire la leçon en disant qu'il fait de grandes choses. Pour l'instant, encore une fois, ça n'est pas le cas.